Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission en deux parties. Dans un instant, le JT des territoires que je vais vous présenter, le Club de la Presse. Et ensuite, après la météo de 8h, Territoire d'Info, avec l'invité politique en direct sur ce plateau aujourd'hui. C'est Gabriel Attal, le porte-parole de La République En Marche, qui sera notre invité. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Dans un instant, après ce jingle. À tout de suite. Les orages continuent avant l'accalmie attendue dès demain. En attendant, la France continue de vivre au rythme des orages et des inondations avec 24 départements en alerte orange ce matin. Les alertes concernent quasi exclusivement la moitié nord du pays, à l'exception de 5 départements dans le sud-ouest, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées à cause de la pluie et des inondations, et le Gers et le Tarn-et-Garonne à cause des risques d'inondation. Comme annoncé par Météo France, lundi fut une journée encore très électrique et très pluvieuse. Vous pouvez le voir sur ces images. C'est le cas dans l'Aisne. C'est le Courrier Picard qui nous les a fournis. Et à Montpellier, après le violent orage qui est tombé sur la ville, le Lez a débordé devant l'hôtel de région. C'est des images du Midi Libre. Montpellier, nous y serons jeudi pour une matinale d'infos spéciale consacrée au congrès de la mutualité. L'actualité, c'est aussi les agriculteurs qui bloquent plusieurs raffineries et dépôts de carburant à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Motif, la concurrence de l'huile de palme importée sur le marché des biocarburants, vous le savez. On part pour la Loire-Atlantique d'ailleurs. Retrouver les agriculteurs qui bloquent le dépôt de la raffinerie de Donge depuis hier midi. Ils demandent donc plus de cohérence au gouvernement qui autorise l'importation de produits agricoles peu réglementaires tout en étant exigeant envers la production française. Bertrand Prat pour Télé Nantes. En bloquant la voie express, les agriculteurs sont parvenus à faire pression afin que les gendarmes les laissent accéder à la raffinerie. Plusieurs dizaines de tracteurs se sont ensuite installés devant l'entrée sud, la condamnant totalement. On va être très clair, le temps est propice à l'action syndicale et le sujet est important parce que c'est un sujet qui concerne autant les éleveurs que les grands culteurs, que les céréaliers. Dans la ligne de mire de la FNSEA des jeunes agriculteurs, le gouvernement qui autorise l'importation de produits agricoles peu qualitatifs tout en exigeant de l'agriculture française d'être exemplaire. Les frontières s'ouvrent à tout va pour des produits venant d'ailleurs et qui ne respectent pas les mêmes règles de production, ça ne peut pas tenir. Ces produits-là arrivent en ayant eu des hormones, en ayant eu des activateurs de croissance, en utilisant des soja OGM. Ce n'est pas ce que les Français veulent. Donc de grâce, n'importez pas l'agriculture que vous ne voulez pas en France. Cette fois-ci, la goutte d'huile qui fait déborder le vase, c'est la signature de l'arrêté pour de l'huile de palme venant d'Indonésie pour la MED. Et là, nous disons stop. À Donge, les agriculteurs annoncent vouloir rester au moins 4 jours. Ils sont venus de Bretagne, de Vendée et de Loire-Atlantique et tiennent à faire plier le gouvernement. Et il faut que le gouvernement nous donne un axe et une vision politique claire et cohérente pour l'avenir de l'agriculture. Si on veut une agriculture durable et saine pour nos concitoyens demain, il faut vraiment impacter aujourd'hui, avoir une réelle politique pour que les jeunes s'installent et vivent décemment de leur métier. Le ministre a annoncé qu'il ne reviendra pas sur l'autorisation donnée à Total d'importer de l'huile de palme. Une réunion se tiendra toutefois demain mardi avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Et l'occasion dans ce journal de nous arrêter un instant sur cette filière colza. On le voit, elle est menacée par l'importation d'huile de palme. Le département de la Meuse a déjà anticipé le recul des biocarburants et cherche à se diversifier en misant sur l'alimentation animale. C'est un reportage de Fabien Recker pour la rédaction de Public Sénat. Les pluies ont été abondantes. Cette année, la récolte s'annonce satisfaisante pour Benoît Henry. Je pense que cette année, c'est pas trop mal parti. Pourtant, ce producteur de colza est inquiet. L'autorisation récente faite à Total d'importer de l'huile de palme ainsi que la détaxation de biocarburants indonésiens ou argentins sont incompréhensibles pour cet agriculteur. Les états généraux de l'alimentation où on nous a dit qu'il faut produire des produits de qualité dans un cahier des charges qui est respectueux de l'environnement. De l'autre côté, on ouvre la porte à des produits qui viennent de l'autre bout du monde dont on ne sait pas comment ils ont été produits. Le département de la Meuse produit 150 000 tonnes de colza chaque année, dont l'essentiel est destiné à la fabrication de biodiesel. Pour le sénateur Franck Menonville,
la filière est aujourd'hui en danger. Il faut réagir, il faut surtout mettre les politiques publiques en cohérence les unes avec les autres. Alors que vous le voyez autour de vous, voilà, nous produisons du colza, des céréales sur notre territoire et que cette production donc a besoin de débouchés. Dans cette usine à côté de Verdun, on produit du biocarburant et de l'huile de colza à usage alimentaire. Le reste, sous forme de résidus solides, est transformé en tourteaux de colza, très riche en protéines. Cette partie tourteau, elle est destinée à alimenter notamment les vaches laitières, mais également les bovins viande, localement au niveau de la Meuse. Et donc l'avantage du tourteau de colza, c'est que c'est un produit 100% local et notamment sans OGM. De la nourriture pour les animaux, du carburant et de l'huile alimentaire, 3 débouchés qui dépendent cependant les uns des autres et fondent l'équilibre économique du territoire. On ne peut imaginer que toute la production de colza française et régionale soit à destination du seul marché de l'alimentation humaine. C'est une piste qui nous paraît complètement impossible. Voilà pourquoi la filière biocarburant est vraiment essentielle pour notre région et pour la pérennité de la culture du colza. Les céréaliers de la Meuse réclament aujourd'hui davantage de protection aux frontières et une fiscalité plus avantageuse afin de préserver le biocarburant issu du colza français. Et dans l'actualité, toujours les migrants, les associations en première ligne. Souvenez-vous, ces 2 dernières semaines, près de 2000 migrants ont été évacués de 3 grands camps parisiens, dont plus de 1000 le 30 mai dernier de celui du Millénaire au nord de Paris. La plupart de ces migrants ont été relogés en urgence dans des gymnases d'Île-de-France. D'autres, eux, ont été accueillis dans une aire aménagée dans le 16e arrondissement de Paris. Une mise à l'abri éphémère avant l'évaluation de leur situation. Sébastien Côté de Via Grand Paris s'est rendu dans ce site géré par une association, on le regarde. Des tentes de la sécurité civile au cœur du bois de Boulogne. 17 ont été installées dans cette aire prévue initialement pour les gens du voyage. Le site a été réaménagé pour accueillir une partie des migrants évacués du camp du Millénaire. Là, nous avons les blocs sanitaires. Ici, la partie cuisine. Donc, nous avons installé des équipements mobiles précaires pour accueillir tout ce qui était four, frigo, etc. Sur le site, ils sont 145, Afghans et Soudanais pour la plupart, uniquement des hommes célibataires. Ils dorment au maximum à 10 dans des tentes raccordées électriquement. La prise électrique, c'est le raccordement d'un téléphone portable avec une batterie, et donc avec un chargeur, pardon. Et évidemment, le téléphone portable, c'est le lien au monde pour les personnes qui sont en situation de migration et qui sont évidemment très loin des leurs. Et une des choses les plus importantes et que les personnes nous demandent de manière légitime à chaque fois lorsqu'ils arrivent, c'est Wi-Fi and electricity. C'est l'association Aurore qui gère le lieu. Une dizaine de bénévoles et travailleurs sociaux accompagnent les migrants au quotidien et proposent des cours de français ou des distributions de vêtements. Parce que souvent ce sont des gens qui arrivent avec un pantalon et un t-shirt et qui ont peut-être un change grand maximum. L'association n'apporte pas qu'un soutien logistique, mais aussi un accompagnement social. Nous, en tant que bénévoles, on est plus là normalement pour, dans leurs contacts, essayer de mieux les connaître, de comprendre leurs histoires. Et on essaie de faire en sorte qu'ils se sentent bien en fait, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas où ils sont. Vous avez vu, ils sont dans des tentes. C'est un peu bizarre en fait. Donc on essaye de mettre un peu d'humain dans tout ça. Ici, l'accueil des migrants est temporaire. Les tentes seront toutes retirées lorsque tous les migrants auront été orientés vers les centres d'accueil et d'évaluation des situations. Alors, cette semaine, le bio est partout au Parlement et aussi à la ferme, à la ferme de Noirgoutte à Fraisse-sur-Moselle. Elle propose des petits déjeuners bio dans le cadre de la fête du lait bio. C'était le cas ce dimanche avec des spécialités à base de lait de chèvre. Et Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions y a goûté. Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour espérer goûter aux produits du terroir de la ferme de Noirgoutte sur les hauteurs de Fraisse-sur-Moselle, eh bien ça se mérite. Mais une fois là-haut, à quelques 750 mètres d'altitude, la récompense vient d'abord du panorama. Puis très vite, l'essence s'affole devant la variété de fromages au lait de chèvre de Lorraine, concocté par Céline et Yvan, les propriétaires. Fromage que l'on pouvait savourer ce dimanche matin. Le couple proposait en effet au public de partager ce moment toujours convivial du petit déjeuner à l'occasion de la fête du lait bio organisée par le groupement régional des agrobiologistes. C'est très convivial, les gens aiment beaucoup venir parce qu'on a une très belle terrasse, les produits sont bons.
produits locaux, faits maison aussi. Et donc c'est vrai que les gens aiment bien et cherchent de plus en plus ce genre de produits. On travaille à partir de la chèvre de Lorraine, donc qui est une race réintroduite maintenant il y a une vingtaine d'années, qui atteint d'ailleurs 1000 individus au niveau national. Donc c'est une chèvre assez rustique et qui a l'avantage de produire un lait particulièrement riche en matière grasse, riche en matière protéines. Donc on fait d'excellents fromages. Et on leur donne des prénoms, pas toutes, mais dans la plupart des cas elles en ont. On a la Charlotte, la Blanche, on a une chèvre qu'on appelle Colcu. On se demande bien pourquoi. Yvan possède une quarantaine de chèvres qu'il traite tous les matins, puis Céline, son épouse, transforme le lait pour la vente directe sur les marchés ou à la ferme. Fromage ou faisselle agrémenté de fraises, framboises ou autres fines herbes du jardin. J'ai l'habitude de prendre le fromage de Céline au marché du Tillot. Et là, elle m'a parlé justement du petit déjeuner ce dimanche matin. Je me suis dit, c'est l'occasion. En plus, j'avais jamais fait le chemin à pied de Bussan jusqu'à Fraisse. Ce matin, j'ai découvert le fromage frais de chèvre avec des tomates séchées dedans. Et celui-là, c'est celui qui m'a le plus convaincu jusqu'à présent. Devant le succès rencontré durant l'été 2017, où près de 200 personnes s'étaient tout de même rendues à la ferme de Noirgoutte, Céline et Yvan ont déjà programmé différents petits-déj et visites de l'exploitation durant la période estivale. Mais la vie ne s'arrête pas là, et quand vient l'hiver... On n'est pas raccordé au réseau EDF, tout est fait à la bougie l'hiver. Dehors, ce qu'il n'a pas dit, c'est vrai qu'il y a le feu de joie, mais il y a aussi des bougies dehors, les lanternes sont allumées, donc ça fait une ambiance très particulière. Donc là, ça veut dire que vous vivez à la bougie en hiver? Quand le groupe est en panne et qu'il est très capricieux, oui, voilà. Ce qui nous arrive souvent. Donc oui, ça nous est déjà arrivé la première année qu'on était là de passer 3 mois juste à la bougie. Allez, là. Hiver à la bougie ou petit-déj estival sur la terrasse, il faut de toute façon impérativement réserver car le nombre de places est limité. Voilà, fin de ce JT des territoires, mais il continue sous une autre forme avec le Club de la Presse dans un instant et tout de suite les unes de la presse quotidienne régionale qu'on regarde ensemble. À tout de suite. Et la presse quotidienne régionale relate massivement les inondations qui sont massives. On le voit avec l'Ardennais tout de suite, c'est le déluge en Ardennes, touché par de violents orages. À Vrigne-Meuse, Pauvre, Sedan, Donchéry, des coulées de boue et des inondations ont submergé les rues. Des photos très spectaculaires dans l'Ardennais aujourd'hui. C'est le cas également pour le Maine-Libre, des intempéries, des nouvelles pluies qui se sont abattues hier sur la Sarthe et qui continuent de provoquer de graves inondations. On voit d'ailleurs des sauveteurs en bateau dans les rues de Souligné sous Ballon. Déjà meurtri samedi, ce village a subi de nouveaux lourds dégâts. Mais de nombreuses autres communes au nord du Mans sont également touchées, notamment Bonnétable où les eaux ont envahi les rues. Pour Ouest France, dans l'ouest aussi, c'est la montée des eaux surveillée de très près. Et puis les agriculteurs à la une de la presse quotidienne régionale également, avec Lyon Républicaine, un des journaux du groupe La Montagne Centre-France. Ces vents de colère dans le colza, on en a parlé dans le JT des territoires. Les agriculteurs ont manifesté hier devant les raffineries et dépôts de carburant. Ils pointent les incohérences du gouvernement sur l'importation de l'huile de palme. Pour Nord Littoral, c'est blocage total par les Calaisiens. Des agriculteurs du Calaisis bloque les raffineries de Dunkerque en signe de protestation, toujours dans l'agriculture. Et puis le Télégramme salue la victoire contre le plastique de ses écoliers. Grâce à eux, dans cette commune située près de Morlaix, un amendement mettant fin à l'utilisation des bouteilles en plastique dans les cantines a été voté par l'Assemblée nationale. Ils sont mignons et ils ont été très utiles pour le futur. C'est dans le Télégramme aujourd'hui. Regardez cette photo. À la une de la Voix du Nord, ils se multiplient, provoquant accidents parfois mortels, exaspération et tension. Rodéo, le fléau, ce sont les rodéos de ces motards. Vous le voyez, celui-là n'a même pas de casque, il est devant un poids lourd. C'est à lire à l'intérieur de la Voix du Nord. Cette enquête sur les rodéos, le fléau des routes, en tout cas dans le Nord. Pour la Provence, on remet ça, c'est le 12 juin 98 à Marseille. Les Bleus battaient l'Afrique du Sud et entamaient leur course au sacre mondial. Jeudi, la Coupe du Monde débute en Russie. Et si on recommençait, c'est la Provence qui le souhaite. C'est son récit avec Lilian Thuram à l'intérieur. Et puis Yvette Horner, une reine s'est éteinte à 95 ans. La Provence lui rend hommage aujourd'hui. Vous le voyez, cette photo de Yvette Horner. Voilà, sans son accordéon pour une fois.
Club de la presse aujourd'hui, Luc Laventure, bonjour. Vous représentez Outre-mer 360, une télévision et un site internet consacré à l'Outre-mer, je devrais dire les départements français, d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Je crois que c'est l'appellation maintenant. Ça. Et bonjour Zoé Cadio, vous représentez le Midi Libre et l'Indépendant sur ce plateau. Ce sont des journaux du groupe La Dépêche. Merci d'être là. Alors vous êtes là d'ailleurs parce que les députés français, c'est fait. Ça arrive au Sénat d'ailleurs. Tous veulent 50% de nourriture d'origine locale et de qualité, dont 20% de bio en restauration collective d'ici 2022. Donc les sénateurs se penchent sur le sujet, je crois, à partir de demain. Mais est-ce réaliste sur le terrain? Alors vous écrivez ce matin dans le Midi Libre qu'en Occitanie, oui, ça l'est. Et en plus, ces 50% de bio dans la restauration collective, c'était une promesse de campagne du président de la République d'Emmanuel Macron. Tout à fait, à l'occasion de l'examen du texte aujourd'hui en commission au Sénat, ça commence aujourd'hui et ça devrait durer aussi demain, la partie justement de la promesse de campagne du président Macron sur 50% de bio, 50% de, à vrai dire, de nourriture d'origine locale et 20% de bio dans la restauration collective. Non, pas tout à fait, parce que c'est pas les mêmes normes. Parce que les circuits sont très courts d'origine locale. Les circuits sont très courts, mais aussi on a des normes et des procédures à respecter pour le bio qui ne sont pas les mêmes. Mais ils sont aussi bons, en gros, ils sont aussi bons les produits d'origine locale? Enfin, oui et non, parce que comme le rappelle le sénateur Henri Cabanel, l'agriculture de proximité ne veut pas dire systématiquement qualité, donc il faut faire attention. Et d'ailleurs, le sénateur Hérolté devrait défendre une 50aine d'amendements demain dans le cadre de l'examen de ce projet de loi alimentation. Alors, un dossier a été réalisé par Caroline Freuling ce matin dans Midi Libre, qui est justement... C'est même en une, bio à la cantine, ici c'est déjà au menu. Déjà au menu. Alors, il faut savoir qu'effectivement, en Occitanie, c'est pas un hasard s'il y a déjà plusieurs exemples. Donc, on voit l'exemple du chef cuisinier, comme il s'appelle, Lionel Sampo, à Montlieu, qui depuis 2011 instaure le bio dans la cantine. Mais on voit aussi qu'il y a Narbonne, il y a Toulouse, mais aussi dans d'autres régions, Bordeaux, Paris. Donc on voit que ça fait vraiment école, c'est le cas de le dire, sur le bio à la cantine. Et puis il faut savoir aussi que c'est une demande des parents. C'est à l'heure actuelle, avec les scandales alimentaires qu'on a eus ces derniers temps, ça rassure. Alors, l'Occitanie est un peu en pointe. Il faut savoir aussi pourquoi on pourrait s'interroger. Il faut savoir que la région Occitanie a été une des premières au niveau agriculture à se convertir au bio. C'est même une des premières. Il y a 8164 fermes qui 8164 fermes qui produisent, qui sont homologuées bio, labellisées bio, ce qui correspond à peu près à 422 300 hectares. C'est la deuxième région après l'Île-de-France, si mes souvenirs sont bons. Donc aujourd'hui, on va en parler. Donc c'est pour l'Occitanie, à vrai dire, c'est 15% des surfaces qui sont exploitées, labellisées bio, et c'est à peu près 69% des produits qui sont consacrés en bio dans la production. Alors une bonne affaire pour certains agriculteurs, pour les éleveurs aussi. Oui. C'est une bonne affaire pour les éleveurs. Alors justement, pourquoi justement on étudie ce volet-là aujourd'hui au Sénat? C'est dans le cadre de la loi alimentation qui doit justement rééquilibrer les relations entre la distribution et les producteurs. Et voilà. Et il faut savoir que là, le fait que ça soit aussi examiné aujourd'hui au Sénat, il y a un petit, je dirais, retour amusant de l'histoire, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 ans, le Sénat avait retoqué un projet de loi sur le bio en disant que c'était impossible. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est faux. Alors vous êtes mère de famille. Tout à fait. Nous tous ici. Les enfants, ils aiment mieux ou pas? On voit que vous savez, comme c'est pas évident. Certains enfants préfèrent la bonne nourriture à l'américaine. À l'américaine, le fast-food, le junk food. Alors, c'est vrai qu'il y a encore... Est-ce que c'est meilleur, quoi? C'est ce que dit en tout cas le chef Lionel Sampo. Meilleur pour la santé, mais meilleur c'est en meilleur goût. pour la santé, c'est meilleur au goût et qui redécouvre le goût. Et puis comme le dit le chef Sampo, c'est pas parce que c'est bio que c'est plus cher. Ce n'est pas vrai. Alors c'est juste une façon déjà de recourir aux fruits de saison. C'est sûr que si on va chercher des framboises au mois d'hiver ou des fraises, c'est beaucoup plus cher que si on les prend actuellement, qui est en pleine production. Donc bio à la cantine. Le bio à la cantine, c'est déjà au menu en Occitanie. C'est déjà au menu. Et puis il faut savoir aussi que la région Occitanie a beaucoup aidé à la reconversion de ces exploitations en donnant des aides pour faire en sorte qu'on aille vers ce chemin-là. Savez-vous que nous serons en Occitanie, à Montpellier, jeudi matin dans cette émission avec Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. Nous serons en direct du congrès de la mutualité, jeudi matin. Zoé Cadio. Tout à fait. Merci, vous représentez le Midi Libre et l'Indépendant, 2 journaux importants d'Occitanie, des journaux du groupe La Dépêche.
Luc Laventure, alors d'abord un mot, le bio, là, c'est valable aussi, évidemment, pour les départements français d'outre-mer? Oui, tout à fait. Et en plus, il y a un mouvement depuis une dizaine d'années qui fait que les gens se réconcilient avec le terroir. C'est-à-dire manger des légumes du pays, manger du poisson du pays, etc. Et il y a une agriculture qui se développe en ce moment partout, à La Réunion, aux Antilles, en Guadeloupe et à la Martinique, qui font qu'il y a une nouvelle économie qui se met en place progressivement. Alors on va parler d'un sujet... On aurait pu peut-être en faire quelque chose de bio, je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais qui est problématique aujourd'hui. On en parle dans l'actualité sans arrêt, c'est les sargasses. Absolument. C'est aux Antilles. Nicolas Hulot, d'ailleurs, promet un ramassage des sargasses. Vous allez expliquer ce que c'est. Ce sont des algues. Brunes. Des algues brunes. En moins de 48 heures, il a dit, donc il faut que ça aille très vite. Oui. Pourquoi c'est un problème si important, ces algues? D'où elles viennent d'abord? Et qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Est-ce qu'on pourrait justement le convertir dans une forme de filière bio? Je ne sais pas, en engrais parce que c'est un problème, est-ce que ça peut devenir une solution? Alors, ça peut devenir une solution. Il y a des recherches qui sont faites là-dessus. Je vous suggère d'ailleurs de regarder sur notre site un excellent article fait par une consoeur, Dominique Martin-Ferrari, à partir d'un autre site qui s'appelle Métamorphose Outre-mer, et qui explique à partir de travail qui a été fait par l'IRD, par l'Université Aix-Marseille et les universités des Antilles, un travail remarquable en suivi satellitaire de ce qu'on appelle la mer des sargasses. C'est-à-dire qu'on suit l'évolution d'un banc d'algues par un satellite. Presque continent. Alors, c'est vrai que c'est une chance. Il est très étendu. C'est très étendu. C'est une chance pour l'océan, mais c'est un malheur pour les habitants, parce qu'effectivement, ces algues, qui sont des algues brunes toxiques, avec une odeur pestilentielle, envahissent les plages. Odeur de sulfure d'hydrogène. Sulfure d'hydrogène, c'est exactement ça. Alors, ces algues bouchent les ports, donc problème de pêche arrêté, problème économique, problème de tourisme, et puis effectivement, il faut évacuer quelquefois les écoles, il faut quelquefois évacuer certaines personnes du bord du littoral. Ça devient très inquiétant. C'est quelque chose qui existe depuis 2011. C'est dû quoi au réchauffement climatique? On a une idée, les scientifiques savent ou pas? On est en train d'y réfléchir, justement, avec l'IRD. L'IRD, c'est L'IRD, c'est l'Institut de recherche concernant les océans. Et effectivement, il y a des capteurs sur 33 endroits de l'océan qui permettent de suivre effectivement ce qui se passe là-bas. Mais Nicolas Hulot a été reçu un petit peu, il faut le dire, fraîchement, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que la sonnette d'alarme avait été tirée depuis longtemps par les politiques, et notamment par une sénatrice de la Guadeloupe qui avait Victoire Jasmin, qui avait attiré l'attention sur l'insuffisance de réaction du gouvernement, qui ne prenait pas assez en compte ce qu'il fallait faire sur une mesure qui, effectivement, s'est révélée complètement catastrophique. Et puis, il a été reçu également de façon très fraîche par la présidente du conseil départemental de la Guadeloupe, qui lui a dit, écoutez, si vous étiez en Bretagne, certainement, vous n'auriez pas mis... Borrell, l'incertain. Vous n'auriez pas mis 4 mois pour venir voir ce qui se passe sur un territoire de la République. Alors, Nicolas Hulot dit la chose suivante, ramassage des sargasses dans 48 heures, c'est bien que Dieu le dise, mais pardon de persifler. Il annonce que l'État va aider les collectivités locales. Pardon, question, qui ramasse? Alors, plusieurs choses. Dragueurs de mines. Je pense que la marine sera sollicitée. La marine nationale sera sollicitée. Et puis, ils mettront les moyens nécessaires avec des bateaux de pêche pour essayer de draguer tout cela. Mais ce qui me paraît plus important, c'est qu'effectivement, il a promis une aide substantielle au niveau des communes pour pouvoir mettre tout cela en place. Une aide qui va passer de 2-3 millions, ce qui avait été prévu il y a 2 mois, à quelque chose qui ressemble à 13 à 15 millions d'euros pour les 2 départements, Guadeloupe et Martinique. Je voulais juste rebondir sur le fait qu'en disant s'il était venu en Bretagne, il aurait agi plus vite. Il faut rappeler aussi que le problème des algues vertes
est un problème réel aussi en métropole, que ce soit en Bretagne ou en Normandie, où chaque année, il y a ces problèmes d'algues qui sont très mauvaises quand même, et qui ont quand même suscité quelques... je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un cavalier qui était mort après avoir fait du cheval sur la plage. Absolument. Donc voilà, donc c'est un problème récurrent, mais en Europe, excusez-moi, en métropole, c'est aussi, on avait dit que le développement de ces algues était lié aux engrais, à l'utilisation des engrais. Ce qui n'est pas la même chose. Ce qui n'est pas la même chose, justement, en dom-tom. Voilà. Luc Laventure, on pourrait en faire quelque chose de positif de ces algues, ma question. Un engrais, on pourrait s'alimenter avec un jour. Il y a de la recherche. Vous avez raison, Cyril. Il y a de la recherche qui a été faite là-dessus et effectivement, il y a une bourse qui va être ouverte par le gouvernement pour essayer de trouver les moyens de récupérer ces algues. Alors, est-ce qu'il faut faire un engrais? On ne sait pas, parce que la décomposition, est-ce que c'est toxique? On ne sait pas. Mais il y a un concours qui permettra effectivement de récompenser quelque chose qui peut être, qu'on va essayer de transformer de façon positive. Une dernière, quelques secondes pour parler du tourisme. La saison s'approche, à grands pas, on y est quasi, je pense. On a eu des effets extrêmement négatifs. Voilà, j'allais vous dire. À l'étude des plages, où on ne peut pas se baigner et qui sentent l'hydrogène sulfuré, ça pose quelques problèmes. Merci Luc Laventure. Donc vous dirigez Outre-mer 360. C'est une télévision et un site consacré à l'Outre-mer, au département français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. On va d'ailleurs regarder dans la météo dans un instant, le temps qu'il fait là-bas aussi. Merci Zoé Cadio d'avoir représenté les journaux d'Occitanie sur ce plateau, de nous avoir parlé du bio. Voilà, on passe à la météo des territoires, on la regarde ensemble. A tout de suite avec notre invité politique de 8h, Gabriel Attal, qui est le porte-parole de La République En Marche. Il est là, on le rejoint dans un instant après la météo. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.